Salut, c'est Chevalier Chaka. Récemment, je parcourais les commentaires d'une vidéo, et je suis tombé sur un échange qui a attiré mon attention. Deux personnes discutaient à propos de Brand New Animal, ou BNA, hein, vous le dites comme vous voulez. Et sans vous refaire toute la conversation, l'un d'eux avançait le fait, je cite, que Trigger savait faire bien mieux que ça. Où était la désinvolture, le scénario qui va trop loin, et l'animation à retourner le cerveau? Pour ensuite citer des séries comme Pantheon Stalking ou Gurren Lagann de chez Gainax. Ce qui paraît un peu incohérent. Sauf que là où il voulait en venir, je ne l'avais que trop bien compris. Et ce n'était pas la première fois que j'entendais ce genre de discours. Il a même été proféré pour le même studio, dans la bouche d'un youtubeur manga armé d'une spatule, à propos de la série Little Witch Academia. Comme quoi ça ne pouvait pas être seulement cet ersatz d'Harry Potter pour gamine, et que ceux derrière Kill la Kill et Inferno Cop allaient forcément finir par proposer quelque chose de plus délirant par la suite. Je vous le dis pour ceux qui ne l'auraient pas vu... Oui, mais pas trop. Le point commun avec ces deux séries hormis Trigger, elles sont toutes les deux réalisées par Yo Yoshinari. On tire peut-être quelque chose. Qu'en pensez-vous? C'est ce dont on va parler ici, l'étrange manie quasi permanente du public otaku, et même du grand public, à parler d'animation japonaise en prenant comme premier facteur de jugement le studio derrière la série, alors qu'au fond, nous allons le voir, ce n'est pas un critère aussi fiable qu'il le semble. C'est particulièrement étonnant, puisque ce n'est pas quelque chose que l'on ferait pour un autre médium culturel. Lorsqu'on parle de cinéma, il ne nous viendrait pas à l'idée de citer le studio en premier lieu. On va parler des acteurs, réalisateurs ou encore producteurs. Mais on s'attachera toujours à une figure humaine. Je n'ai de mémoire jamais entendu quelqu'un dire avoir vu le dernier Universal ou 20th Century Fox. Le seul cas de figure où le studio prédomine serait pour parler de Disney. Mais c'est souvent avec une connotation négative et pour dénoncer une certaine uniformisation de la production. Connotation qui n'est pas présente lorsqu'on parle de Japanimation. Par contre, il est aussi vrai que même outre-Atlantique, l'animation est une question de studio, et il n'est pas rare d'entendre parler du dernier Pixar, DreamWorks, etc. Nous allons d'abord essayer de comprendre pourquoi on fait ça, vu que j'ai bien conscience de l'avoir fait et continuer à le faire de temps à autre. Au fond, je ne suis qu'un homme. Le premier point qu'on pourrait avancer serait qu'historiquement, en tout cas en France, c'était généralement le premier élément auquel nous étions confrontés. Faisant partie de la génération Club Do, vous savez, celle qui sait mieux que les autres parce qu'elle a connu les VHS. Spoiler, c'est faux. Avoir connaissance du staff technique était pour le moins mission impossible, et n'a vraiment pu se démocratiser qu'avec internet. Et comme nous étions abreuvés d'adaptations manga, c'était plutôt le nom du studio ou du mangaka qui nous parvenait aux oreilles. Dragon Ball Z? Oui, le mangaka Akira Toriyama, produit par la Toei. Hein? Le réalisateur? Daisuke Nishi... Connais pas. De toute façon, ce n'est qu'une adaptation. Seul l'auteur du matériel original compte. Et ce petit jeu, vous pouvez le faire à chaque génération. Goldorak, Go Nagai et Toei, Naruto, Kishimoto et Pierrot, My Hero Academia, Horikoshi et Bones. À partir du moment où il s'agit d'une adaptation, et cela depuis très longtemps, on a tendance à voir l'anime comme un produit conçu par une entité qui serait le studio, et pas forcément comme une œuvre à part entière, créée par l'association de plusieurs talents. Alors que c'est très souvent cette adaptation qui nous fait nous tourner vers le manga. Sauf que cette tendance n'est pas exclusive aux adaptations de séries fleuves, et l'on se rend également compte que de nombreux studios aux créations originales ou adaptations plus prestigieuses finissent par se faire un nom qui vampirise la reconnaissance de ses auteurs, pour proposer une image plus uniforme. Probablement exacerbée par le fait que l'employé japonais est d'abord là pour faire briller l'entreprise avant sa propre personne, mais aussi qu'encore une fois en France, hormis un nom qui nous traversait les oreilles de temps à autre, on ne savait pas toujours qui travaillait sur quoi, et même la presse spécialisée n'avait que rarement l'occasion de pouvoir les interviewer. Restait donc juste un nom sans voix ni visage. Ainsi, si je vous dis Fooly Cooly, vous aurez facilement Gainax en tête. Mais si je vous demande qui l'a réalisé, vous serez moins nombreux à pouvoir nommer Kazuya Tsurumaki, qui au passage ne possède même pas une page Wikipédia française. Maintenant, il est également vrai que ces studios ont souvent une identité visuelle forte, et qu'on différencie assez facilement une production Ufotable d'une de Kyoto Animation, donnant forcément la sensation qu'il existe une philosophie propre à chaque studio, et qu'elle transparaît communément dans leurs œuvres. Ce n'est pas véritablement juste, mais pas non plus basé sur du rien. Néanmoins, cette idée même peut être détournée de mauvaise manière, quand on se crée une image faussée du studio en question. Reprenons mon exemple favori, Trigger. Lorsqu'on regarde de loin les travaux du studio, on a effectivement la vision de production totalement barrée, à l'humour débridé et à l'animation explosive, faisant qu'en tombant sur du BNA, on aura tendance à dire que ce n'est pas le genre de série auquel Trigger nous a habitués. Sauf que c'est complètement faux. Dès ses débuts, Trigger a toujours eu deux facettes, et ces deux facettes sont représentées par deux réalisateurs, Hiroyuki Imaishi et Yo Yoshinari. Ce qui fait qu'en 2013, les deux premiers gros projets originaux du studio furent Kill la Kill, mais d'abord Little Witch Academia. Or les deux n'ont pas beaucoup de rapport en termes de tonalité, mettant bien en lumière la versatilité des univers qu'allait s'autoriser le studio.
et que si Inferno Cop fait partie des ONA qui a le plus marqué les esprits, Turning Girls lui a emboîté le pas assez rapidement, série traitant d'un groupe de filles se trouvant au tournant de leur vie, et produit par les animatrices du studio. Encore une fois donc, deux univers aux antipodes l'un de l'autre. Et derrière SSSS Greenman, il y a le très bancal Darling in the Franxx, et puis Keith Sniver, c'était quand même bien prétentieux en termes de script. Bref, Trigger a toujours soufflé le chaud comme le froid, et finalement, le travail de Yoshinari est à ce jour tout aussi représentatif de l'esprit Trigger que peut l'être Probert. Et même s'il y a une sorte de folie douce qui parcourt ses travaux, et que l'animation a définitivement la patte Trigger, c'est finalement plus le réalisateur qu'il faut regarder, et non pas le studio qui se trouve derrière. Il suffit de voir ce qu'est devenu l'ancêtre spirituel de Trigger, Gainax, pour s'en convaincre. Si on pouvait effectivement parler d'un certain état d'esprit, depuis le départ de cette tête pensante, il ne reste presque rien de sa gloire passée, hormis se remémorer la grande époque. Et ça fait bien longtemps que ces productions n'intéressent plus grand monde. Probablement que Trigger subirait le même sort si demain ses noms les plus prestigieux partaient vers d'autres horizons. Mais nous avons eu un exemple encore plus flagrant en 2019 avec la saison 2 de One Punch Man, qui n'est alors plus entre les mains de Madhouse, mais de JC Staff. Dès le départ, beaucoup de gens se sont négativement exprimés en avançant l'idée que JC Staff était un studio moins prestigieux et serait donc incapable d'atteindre le niveau d'excellence qu'avait fourni Madhouse avec la première saison. Nous aurions donc une saison fauchée, avec une animation au rabais, et l'histoire semble leur donner raison. La saison 2 est effectivement bien moins flatteuse pour la rétine que son aîné. Sauf que je ne pense pas que le changement de studio soit l'élément fondamental à cette différence. Parce que la même année, JC Staff reprenait une autre franchise, Konosuba, remplaçant alors Dean qui avait produit les deux premières saisons. Même phénomène, plusieurs voix mettaient en doute la capacité de JC Staff à produire une série de fantasy, car peu expérimenté dans le domaine. Pourtant, la reprise se fera avec brio. La différence entre les deux séries ? JC Staff a conservé le réalisateur, Takaomi Kanazaki, et le character designer, Koichi Kikuta, ces derniers ayant insufflé l'idée que les personnages devaient avoir des faciès expressives, en brisant l'aspect rigide habituel des visages, et en poussant ce concept jusqu'à la limite de l'agréable pour le spectateur. Et Konosuba a surtout marqué les esprits pour les faciès de ses protagonistes, et pas franchement pour son animation. Du coup, même si le rendu semble quelque peu différent dans le film produit par JC Staff, ce qui faisait le cœur de la série est resté intact, ce qui explique sa réussite. Ah mais non, Konosuba s'en sort car c'est un film, et donc un budget plus conséquent, ce qui n'est pas le cas pour la saison 2 de One Punch Man, qui a vu son budget par rapport à la saison 1 revu à la baisse. Mais là encore, non. Le réalisateur de la première saison, Shingo Natsume, s'est exprimé sur le sujet de nombreuses fois, en affirmant que le budget d'une série à l'autre est généralement le même, et que la qualité technique de One Punch Man saison 1 est surtout due à son staff à ce moment. Il existe probablement des exceptions, mais quelques années plus tard, le monsieur va réaliser la série Boogie Pop, toujours chez Madhouse. Et même si je la trouve très cool, avec une atmosphère particulière, niveau animation, c'est contemplatif pour être gentil. Preuve que la qualité n'est pas l'affaire d'un seul homme ou d'un studio. Et ce cycle n'a de cesse de se répéter. Récemment avec Mappa, qui passe d'une semaine à l'autre du meilleur studio d'animation du moment à pire engeance qui existe, alors que les critères appuyant ce jugement sont souvent des plus farfelus, comme juger la qualité de l'Attaque des Titans en se basant sur celle de Jujutsu Kaisen, parce que c'est du même studio, bien que ce ne soit pas la même équipe. C'est un peu absurde, sachant que d'un côté nous avons une série toute jeune qui a créé la surprise et qui n'a pas encore d'autres saisons comme point de comparaison, à une franchise dont la popularité est internationale et la saison finale forcément attendue au tournant, sachant que Mappa a repris le projet un peu en catastrophe. Mais bon, si certains trouvent ça pertinent. Ainsi, nous le voyons, parler d'un studio d'animation avant de parler de son staff pour se faire un avis, c'est un critère beaucoup trop aléatoire pour continuer de l'utiliser, encore plus dans une période où les animateurs en freelance sont de plus en plus nombreux et ne sont donc pas rattachés à un studio comme ça pouvait être le cas avant. On a certes des cas à part, comme Kyoto Animation, mais d'une part, il s'agit également d'un studio qui peut produire des choses techniquement exceptionnelles, comme des trucs un peu moins clinquants et beaucoup plus weebs. Mais surtout, à l'échelle de l'industrie, il ne pèse finalement pas grand-chose. On ne peut donc pas faire de l'exception une règle. Pourtant, on continue à le faire, et je le répète, moi le premier. La dernière raison qu'on pourrait évoquer, c'est l'abondance de production aujourd'hui, ce dont nous parlions déjà avec les animes de saison. Aussi, retenir tous les réalisateurs, scénaristes et animateurs à chaque fois pour en faire des critères viables, afin de choisir une nouvelle série à regarder, demande un temps de recherche colossal qu'on ne peut pas forcément s'octroyer. Et dans cette vision toujours plus fast-food de l'animation, on ne va pas s'attarder sur le cuisinier qui va préparer le repas, mais on va s'attacher à l'enseigne. Les studios deviennent donc des marques, et le seul phare qui nous éclaire dans cette industrie totalement saturée. Alors, faute de mieux, on va s'en contenter, tout en sachant parfaitement que ce n'est pas franchement très pertinent. Et si vous pensez que ça l'est, bah arrêtez tout de suite.
Même si au travers de tous ces exemples, il est vrai qu'il y a quand même quelques éléments qui rendent intéressant de prendre en compte le studio de production d'une série, car certains possèdent effectivement une identité très marquée. Le problème est surtout quand il devient le premier critère, voire le seul critère de sélection d'un anime. Restent les longs métrages qui conservent une aura plus prestigieuse, qui fait qu'on citera plus facilement Osoda ou Shinkai que les studios derrière leurs films. Et j'ai envie de dire que les choses semblent s'améliorer, doucement mais sûrement. Plus le temps passe, plus une frange du public commence à s'imprégner et à s'intéresser aux noms derrière les œuvres, en laissant de côté l'enseigne qui les représente, aidés par les diverses publications et les multiples pages web qui donnent accès à un maximum d'informations de manière beaucoup plus instinctive qu'à l'époque, facilitant grandement les élans de curiosité qui auraient été découragés rapidement autrement. C'est encore très lent, mais finalement, je pense que les choses vont dans le bon sens. Et j'espère qu'un jour, on finira par se focaliser principalement sur les humains derrière les œuvres, qui nous font rêver. Mais du coup, attendez, tout ce que j'ai dit avant, ça servait à quoi si c'est déjà en train de changer? On pourrait se quitter en évitant les questions qui fâchent, s'il vous plaît? Et vous? Vous vous basez sur les studios pour choisir vos animes? Et si c'est le cas, vous savez pourquoi? Ça m'intéresse. Merci d'être passé me voir, et à une prochaine!